Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui, d'être présente aux côtés d'Amel. Je suis honorée de pouvoir faire cette interview pour Jeunesse Ambitieuse parce que c'est Amel, parce que c'est toi, parce que c'est Jeunesse Ambitieuse, comme ça c'est dit. Premier honneur et honorée de pouvoir t'interviewer sur une thématique assez particulière parce que il y a peu de temps il y a eu un documentaire qui est sorti sur les agressions sexuelles au sein de la communauté comorienne. Il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui ont raconté leur vécu, leur impression par rapport à ce documentaire et il y a eu ton témoignage sur lequel on va aller un petit peu plus en détail aujourd'hui. Un documentaire que je vous invite à regarder et là un approfondissement que je vous invite à découvrir. Accrochez-vous, soyez bienveillants parce que là on est parti on va voir ça aussi à travers plusieurs prismes, non seulement l'agression mais aussi l'impact que ça a eu sur ta spiritualité. Exactement. Et sur ta vie présente. Exactement. C'est parti. Donc là, la première question, ce serait qu'est-ce qui t'a motivé à partager ton témoignage sur ce documentaire qui a une grande valeur et qui a une grande portée au sein de la communauté. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que tu as ressenti au moment de ce tournage? Ce qui m'a motivé, c'est que j'étais partie à un de leurs événements quand c'était encore un projet, faire ce documentaire était encore un projet, mais justement ils avaient fait un événement pour sensibiliser en fait sur les agressions sexuelles et tout ça. Et c'est basique, mais j'ai apprécié le professionnalisme, j'ai apprécié la ponctualité. Je me suis dit, ils sont sérieux. Il y a ce qui se dégageait, et comme quoi c'est important la façon dont on se présente et le fait d'être carré dans ce qu'on fait. Parce que, en tout cas pour quelqu'un comme moi, je me disais ok là c'est du sérieux, ça ira jusqu'au bout, etc. Entre le tournage et la diffusion, il s'est passé 3 ans parce que c'était avant Covid. Donc Covid a ralenti beaucoup de choses. Et le fait que ça a été diffusé 3 ans après que j'ai fait mon témoignage, ça m'a fait bizarre dans le sens où au moment de voir mon témoignage, je me suis dit mais je suis encore à un autre stade là. Tu vois. Déjà dans mon témoignage, je pense qu'on sent parce que j'étais déjà passée par la thérapie et tout, donc on sent un peu un décalage. Mais là, encore 3 ans plus tard, je me regardais, j'étais satisfaite de ce que je disais, mais il y a des points où je me disais tiens, je leur abordais autrement. Et aussi, j'ai vu que j'ai vu sur quel mot j'ai joué. Voilà. Moi, je me suis vue, je me suis entendue, je me suis comprise et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ouais, aujourd'hui, je parlerai autrement et puis d'où la volonté de faire cette vidéo sur mon parcours, quoi. Et quand tu dis que tu parlerais autrement, c'est comment tu qualifierais toi-même ton discours lors de ce témoignage? Et le autrement, ça veut dire quoi aujourd'hui? De façon plus posée, de façon plus énervée? J'étais déjà posée, justement moi je fais partie de la team Déni, on y reviendra, donc c'est pas le côté vraiment émotionnel ni la colère, mais plus direct, plus authentique, plus direct, tout en connaissant mes limites. Ce serait plus ça. Et aujourd'hui c'est la portée de cet échange. Et là, la thématique, on parle d'agression sexuelle. Alors, le fait d'être plus direct ou de l'avoir moins été, d'après toi, dans ce témoignage, est-ce que c'était par pudeur par rapport au sujet? Est-ce que c'était par peur de dénoncer certaines personnes qui pourraient se reconnaître? Ou est-ce que c'était par rapport à toute autre chose personnelle? Alors pourquoi je suis pas rentrée dans les détails dans ce documentaire, tout simplement parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. C'est ça que j'apprécie aussi, c'était le respect des limites. Comme j'ai dit, je fais partie de la team Déni. Donc moi, je suis une personne, je n'ai jamais ressenti le besoin de rentrer dans des détails et d'en parler, moi, mon travail a été inverse. C'est-à-dire que j'en parlais pas, j'ai fait comme si tout allait bien et fallait assumer et mettre des mots. Par rapport à ce documentaire, c'est que si j'avais déjà ce courage, c'était pas justement à la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça. Parce que sur ça, je sais qu'il y a un grand débat, mais
En ce qui me concerne, en ce qui concerne mon parcours, en ce qui concerne mon rapport à ma famille, moi, j'ai quand même un avis mitigé dans le sens où il faut en parler, il faut dire les choses. Mais maintenant, il y a l'art et la manière aussi de dire les choses, tu vois. Encore une fois, toutes les familles n'ont pas les mêmes histoires. Il y en a qui sont clairement au courant, qui savent clairement qui a fait quoi et qui vont quand même accuser l'enfant. Donc là, c'est intolérable. Mais il y a quand même des contextes. Et moi, je cherchais quel est mon art et ma manière de dire les choses en respectant mes limites, en disant ce que j'ai à dire. Mais oui, j'ai pas envie aujourd'hui. Moi, je vais bien. Ok, j'ai fait mon parcours, j'ai évolué, j'ai avancé. Je peux en parler en disant, bon, il m'est arrivé ça, mais tout va bien. Mais pour des personnes de ma famille, c'est la première fois qu'ils vont l'entendre. Pour eux, ce sera un premier choc. Et ils vont apprendre que pendant tout ce temps, il y a eu ça. Et je ne l'ai pas verbalisé. Ou eux, ils peuvent culpabiliser de ne j'ai pas été là. Et pour moi, ça peut être facile de venir, bon, tout va bien, arrêter d'en faire tout un plat. Mais si, pour eux, c'est un premier choc. Et de respecter ça, en fait, d'amorcer le truc, tu vois. Donc, il y avait un peu de ça qui rentrait en compte. Donc, je me suis vue, du coup, censurer beaucoup de choses. Mais après, non, je ne suis pas rentrée dans les détails par volonté. Je n'ai même pas nommé les agressions que j'ai subies. Enfin, oui, voilà, dans ce documentaire, je ne les ai pas nommées volontairement. Aujourd'hui, j'aurais pas de mal à le faire. Mais c'est aussi... aujourd'hui, j'aurais pas de mal à le faire, mais pareil, je vais pas forcément expliquer, il s'est passé comme si, la personne, il y a eu ça. Ça, non. Je ressens pas le besoin, j'en ai pas envie. Et ça se respecte. Par rapport à ce que tu dis, on sent énormément, d'empathie. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose qui relève dans le discours commun du traumatisant. Et là, même dans ta façon d'en parler, tu penses à que pourrait ressentir au fait que ça peut être un premier choc, ce qui est factuellement c'est vrai. Oui. Si tu en parles, ça peut être un premier choc pour celui qui n'en a jamais entendu parler et qui te connaît et qui t'aime et qui aurait voulu être là d'une manière ou d'une autre pour toi. Mais le fait d'y penser, je me dis, ça demande énormément de recul. Et quel est ce cheminement en fait qui t'a mené vers cette vue globale des choses, vers cette approche là, l'art et la manière? Alors, comme j'ai dit, ça a été un cheminement. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais dire les choses clairement. J'ai subi 3 agressions, du coup. La première était dans mon enfance, j'en ai fait un déni, enfin, j'ai cru que c'était un souvenir inventé ou quoi, et puis justement, en faisant un travail, que j'ai compris qu'on n'invente pas des souvenirs comme ça. C'est que ça fait pas partie de, comme on dit en islam, la fitra, de l'essence même, en fait. Donc voilà, et dans mon enfance, c'était des attouchements subis et qu'on m'a demandé aussi. Donc subis et fait à autrui. Quand j'avais 16 ans, donc à mes 16 ans, là il s'agissait d'un viol collectif. Et à mes 24 ans, j'ai pas l'âge exact pour la dernière, c'est juste que c'est quand j'étais en Arabie, quoi, ou 25 ans, il s'agissait d'attouchements subis, je sortais de la mosquée, tout ça, voilà. Comme j'ai dit, je fais partie de la team déni. Et pour moi, c'est là où je suis prête aujourd'hui vraiment à parler, à dire les choses, parce que dans l'agression, il y a cet imaginaire que ton agression est valide si on t'a forcément pris le soir dans le coin d'une rue. Il y a une violence, tu n'as eu aucun moyen de te débattre. Et ça a été très violent, physiquement que psychologiquement. Et toi, tu as cette culpabilité, tu te sens victime, tu pleures, tu es pas bien, tu as des réactions, même dans ta vie sexuelle, ça ne va plus. Dans l'imaginaire, conscient ou inconscient, c'est que je suis victime parce que j'ai tout ça. Moi, j'étais du déni, mais total. Déjà, mon enfance, voilà, j'ai pas trop compris, voilà. Mais même ce qui s'est passé à mes 16 ans, je l'ai balancé sous un tapis. J'ai repris ma vie, je suis retournée à l'école, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me suis dite, est-ce que je suis vraiment une victime ? Je me suis pas validée parce que je me suis dite, mais tu continues ta vie normalement, tu vis ta vie, tu as ton quotidien, tu marches, tu rigoles avec les gens.
quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'ai pas eu, puisque parfois on parle aussi de vaginisme, on parle de... Enfin, il y a plein de choses comme ça dont le tabou se lève. D'ailleurs, qu'on ait vécu une agression ou pas, hein, le vaginisme, c'est une chose dont on parle souvent. J'ai toujours vécu, parfois on dit oui, c'est la maternité, parfois quand t'as ta fille, en plus j'ai une fille, donc t'as un enfant là. J'ai rien eu. Je me suis dit, non mais moi... Déjà, je me validais pas comme victime. Le peu de personnes... Bon, c'était pas une majorité, je l'admets, on va pas, voilà. Mais il y a quelques rares personnes à qui j'ai verbalisé ce qui m'arrivait, qui ne m'ont pas validée comme victime non plus. Ok. Ouais, bon, voilà. Donc, il y a tout ça. Comme j'ai dit aussi, dans comment se déroule l'agression, il y a ce truc, mais tu te défends, tu cries. Mais parfois, ta réaction, c'est que t'es inerte, t'es absente, tu n'es pas dans ton propre corps. Donc, tu as ce truc, oui, est-ce que je suis vraiment victime? J'ai eu la réaction, je ne réagis pas. Il y a trop de paramètres. Et en fait, c'est quand les langues, Dieu merci, ont commencé à se délier sur on peut être victime mais réagir comme ça, on est victime mais comme si. Sur tout ça, toutes les notions de consentement, toutes les notions de réaction traumatique, que ce soit pendant ou après la violence. Réaction ou non-réaction, justement, je mets les mots importants. C'est tout ça ça a travaillé dans ma tête, et au bout d'un moment, je me suis dit, ah si, quand même, c'est possible, tu vois. Et du coup, ce recul dont tu parles, pour moi, il était inné. Et le travail, ça a été de parler. Mais pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que je me dis, je dois pas être seule à être comme ça. Et c'est très violent. Je vais pas dire que c'est plus violent. C'est violent pour tout le monde. Et savoir se valider, s'écouter. Parce que ça, je l'ai dit aussi dans le documentaire, j'ai une amie qui a des réactions inverses. Justement, c'est tout ce qu'on entend, qui a beaucoup pleuré, qui a eu besoin d'en parler énormément, qui a réagi et re-réagi. C'était une vague émotionnelle quand elle a conscientisé tout ça. Et elle m'a aidée. En fait, à travers son récit et le fait qu'elle en parle et qu'elle pleure et qu'elle en reparle et qu'elle pleure, ça m'a mis face à ma non-réaction totale. Et ça m'a aidée. Donc, on est tous là pour s'apporter. Et elle, justement, elle a eu cette réaction de « Mais t'as du recul, la façon dont tu vois les choses, tu vois la leçon et tu te dis ça. » Et ça l'a inspirée d'une certaine manière aussi, je le sais, à se dire que oui, voilà, on s'est inspiré l'une de l'autre. Et on est deux extrêmes opposés. Donc, pour moi, c'est important, s'il y a des personnes qui sont dans mon cas de figure, de se dire que non, je suis victime aussi. Et il y a un travail à faire. Parce que l'histoire, c'est quoi? Comme j'ai dit, ce que j'ai vécu enfant, il y a eu un déni, demi-déni, je sais pas trop, bref. Il y a ce que j'ai vécu ado, où j'ai eu un déni conscient, en mode, on va balancer ça sous le tapis, on continue d'avancer. Et ce qui m'est arrivé quand je vivais en Arabie Saoudite, du coup, il y a eu... je sortais de la mosquée, j'étais en niqab, mouvement de foule, voilà. Et au début, pareil, je me suis dit, mais Amel, tu t'inventes des vies, c'est pas ça. Et en fait, quand la personne est passée devant moi, j'ai vu sa main derrière, qui était là, qui cherchait. Et là, je sais pas, j'étais absente de mon corps, j'ai commencé à taper tout le monde autour de moi. Dieu me pardonne, il y avait des vieilles dames, je les ai bousculées comme ça. En plus, je voyais des tantines qui me regardaient, genre, mais tu te prends pour qui? Mais je tapais tout le monde. Même le gars en face de moi qui s'est retourné, genre, t'as quoi? Et je l'ai tapé encore plus. Et en fait, je suis sortie de la foule. J'ai pris une inspiration, j'ai fait, ça y est, c'est terminé. Et là, j'ai une petite réaction. Et j'ai rebombé le torse, j'ai fait, Amel, t'as vécu pire. Allez, ça y est, c'est fini. Et là, non. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Surtout que ça m'est arrivé 9 ans après. Oui, j'avais 25 ans du coup. 9 ans après ce qui m'est arrivé quand j'avais 16 ans. Et là, mon corps, il a dit, tu vas arrêter ça tout de suite, en fait. Tu vas arrêter de me balancer des choses comme ça dans le subconscient. C'est maintenant. Et en fait, j'ai commencé à trembler. J'ai été absente, clairement. J'étais absente. Mon corps a réagi. Et j'étais là, j'étais là et j'étais pas là en même temps. Et je me suis dit, encore une fois, ce côté contrôle à l'extrême, je me suis dit, attends, Amel, t'es dehors à la sortie de la mosquée, à tout le monde. Va jusqu'à la voiture et là-bas, fais ce que t'as à faire.
j'ai commencé à marcher et tout, et je pense que je dégageais tellement quelque chose que même les personnes qui étaient en face de moi, mais qui étaient dos à moi, du coup, qui marchaient tout droit, plusieurs fois, au moins 2-3 personnes se sont arrêtées et se sont retournées pour me regarder. Ils sentaient que... Ouais, ils devaient sentir quelque chose. Et moi, je passais comme ça, je traçais. J'avançais. Au bout d'un moment, c'est comme si j'ai repris conscience de mon corps physique. Je regarde autour de moi, je dis... Mais je suis pas au bon endroit, je devais tourner la voiture, elle est à droite. J'avais pris une rue complètement ailleurs. J'ai dit, ah mais c'est pas... Et pareil, là, je me suis secouée en mode contrôlante. C'est pas le moment, prends à droite et tout. Je suis allée à la voiture. Et là, je me suis calmée, tout ça. Enfin, calmée, défoulée et tout. Je me suis dit, dès que je rentre en France, c'est bon, je m'occupe de ça. Je suis rentrée en France, je me suis pas occupée de ça tout de suite, of course. Et là, rien à voir, je suis partie à une colloque, c'était un événement sur le haut potentiel, les enfants et adolescents haut potentiel. Donc le truc, mais qui n'a rien à voir. C'était quand même un contexte musulman. Je précise que ça a son importance, parce qu'à la fin, il y avait une sophrologue et tout qui intervenait. Elle a décidé de faire une méditation. Et elle était... En fait, je rigole puisqu'elle était trop contente de son truc. Et c'est bien, mais voilà. Elle a dit, surprise, dans la méditation, on va voyager, on va aller à Médine. Oh. Moi, je vais... La piscine pour l'avion. Du coup, moi, je suis restée là. Du coup, j'ai rien écouté de son intervention, mais vraiment rien. En fait, mon corps, il était comme ça. Je faisais que trembler. Et je me disais, respire, tout ça. Elle a commencé la méditation, je me suis dit, vas-y, Amel, essaye de te mettre dedans. J'ai pris, tu sais, la phase, on inspire, on expire, on se détend. J'étais pas dedans. Mais vers la fin, j'étais un peu dedans. Et là, elle commence. Vous êtes à la mosquée, vous sentez l'odeur des dattes, il y a ceci. Oh, ça y est. Je me suis levée, je suis partie de la salle. Ah ouais, t'as remis dans le... Ouais. Je me suis levée, je suis partie de la salle, je suis allée m'enfermer aux toilettes. Pareil, c'est-à-dire que je me regardais face au miroir. Mon corps, il tremblait et mon corps pleurait. Je dis bien mon corps pleurait parce qu'il y avait une dissociation totale. C'est-à-dire que je me voyais me regarder, je voyais des larmes couler, mais je me sentais pas pleurer. Tu sais, quand tu pleures, tu sens que tu donnes quelque chose. Je me sentais pas. Je voyais un corps dans le miroir avec des larmes qui coulent et un corps qui tremble. Mais moi, non, mon esprit était à part. Et là, je me suis regardée, j'ai encore parlé à mon corps, j'ai dit, on est dans un événement, on connaît personne, c'est pas le moment de craquer. Et je me suis dit, je te promets, je vais prendre soin de toi maintenant. Je te promets, je vais arrêter de reporter. Mais s'il te plaît, me fais pas craquer comme ça devant tout le monde. Quelques minutes, c'est ça. Attends encore un peu, je t'en prie. Je vais arrêter. Et vraiment, je me suis parlé, je me suis dit, je te promets, je vais arrêter. Mais allez. Et là, mon corps, il s'est calmé. Et après, je me suis vraiment reprise en main, mais vraiment. J'ai pris le taureau par les cornes et tout. Et voilà. Mais pour en revenir à ce recul... justement pour moi c'est important de dire, tu vois, puisque je sais que je dégage ça. Les rares fois où j'en parle, je dégage ça, elle a du recul, elle est mature, elle a ceci, cela. Et j'ai envie de dire que c'est pas un meilleur chemin. Selon la maturité se construit après un cheminement, d'accord, mais c'est pas un meilleur chemin. Et si vous êtes des gens qui font un déni, vous êtes victime aussi, et prenez le temps de vous écouter, de prendre le taureau par les cornes, parce que faut s'autoriser à être en colère. Waouh. C'est là, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est une publication que tu avais faite, je ne sais pas si c'était il y a plusieurs mois ou il y a un peu plus d'1 an, sur le fait de ne pas attendre autrui pour valider sa propre souffrance. Et que très souvent, en fait, on se bloque dans notre cheminement parce qu'on veut, en fait, que les gens ressentent comme on ressent notre peine et qu'ils acceptent soit leur part de responsabilité dans leur peine, ou juste notre peine tout simplement. Et ça avait tellement résonné en moi quand t'as dit ça. Oh là là. Et là, j'ai l'impression de réentendre un petit peu de ça. Ouais, s'en était inspiré. Je sais de quoi je parle. Vraiment. Et en fait, c'est important d'avoir cette part d'empathie, tu vois, parce que on va dire que ma particularité, je veux dire même dans mon travail, dans mes accompagnements, c'est que il y a eu le côté formation, d'accord, mais il y a eu le côté vécu aussi. Et parfois,
être entendu par quelqu'un qui est passé par là, ça fait du bien aussi, tu vois, parce que oui, il y a un temps, tu sais, c'est les étapes du deuil, faut accepter la période de colère. Ce truc, quelle leçon j'ai à en tirer, comment je peux pardonner, ça c'est après, on a le temps pour ça. Laisse-toi le temps de crier, ça prend le temps qu'il faudra, tu vois. Laisse-toi le temps de crier tout ça. Et je pense que c'est des choses il y a un langage émotionnel qui fait écho, qu'on entend. Tu sais, quand j'étais en école de coaching, je sais plus ce qui a réveillé l'émotion, mais bon, on était tous ensemble. Et à un moment, le formateur, il a dit quelque chose. On était le premier jour ou le deuxième jour, hein, donc on se connaissait pas tous, hein. Il y en a une, elle s'est levée, elle est partie. Et elle a commencé je l'ai entendue, elle a pleuré dans la cuisine et tout. Son mari était présent. Avant même que son mari ait eu le temps de réagir, j'ai entendu ses premières larmes. Je me suis levée, je suis partie. Je suis partie la voir. On se connaissait pas. Et je me suis juste assise en face d'elle. Et j'ai senti que je pouvais, donc j'ai mis ma main sur son épaule. Et elle a pleuré, tout ça, nanana. Je l'ai laissé parler. À la fin, on a communiqué. Elle a fait « Ah, merci d'avoir... » Et j'ai dit « Mais j'ai rien fait, j'ai juste écouté. » Elle a dit oui et tout. Et quand on s'est rapprochés, puisqu'on s'est rapprochés, c'est l'une des rares avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et je lui ai dit « Tu te rappelles quand... » Parce qu'elle a dit « Même moi, c'est là où on s'est vus, on s'est comprises et tout. » Et je lui ai dit la vérité, maintenant que tu connais un peu plus mon histoire, ce jour-là, j'ai reconnu tes pleurs. La façon dont elle a respiré, la façon dont elle a pleuré, la façon dont... J'ai dit, j'ai reconnu tes larmes. J'ai dit, et pourtant elle pleurait pas pour ça à ce moment-là, c'était autre chose. Mais tu l'as senti. Je l'ai senti. Et après, j'ai su qu'elle avait vécu aussi des agressions et tout. J'ai dit, mais la façon dont tu as pleuré, c'est... Je sais pas, les âmes se parlent, comme on dit. Il y a des victimes, on se reconnaît entre nous parfois. T'as pas besoin de parler, il y a des choses on sent. Même si on n'arrive pas à mettre de mots, mais voilà. Il y a des choses qui font écho comme ça. C'est puissant, ça. Ouais. Wow. Ah. C'est incroyable. Et alors, il y a une autre question, mais je vais la mettre entre parenthèses. Enfin, je sais pas si ça sera coupé au montage et tout, mais cette personne-là, est-ce qu'elle a ressenti la même connexion vis-à-vis de toi ? Toi, tu as su identifier, mais elle, bon, j'imagine que sous le choc émotionnel, elle n'était pas en état d'identifier ça chez toi. Ouais. Mais par la suite, est-ce qu'elle l'a... Par la suite, ouais. Par la suite, ouais. Il y a beaucoup de choses où on s'est reconnus. On s'est reconnus, on s'est vus, voilà. Alors, on va revenir sur l'expérience que tu as partagée à Médine, ce qui t'est arrivé, ton agression qui était dans un contexte très particulier où tu sortais de la mosquée, donc religieusement parlant. Enfin, c'est pas l'endroit où on s'attendrait justement à subir ces formes de violence, et nulle part d'ailleurs, et tu étais en niqab au moment où ça s'est produit. Quel impact cela a eu sur ta spiritualité ? Et est-ce que ça l'a façonné, est-ce que ça a impacté ta spiritualité d'une certaine manière, ou est-ce que ça a été l'effet inverse, c'est la spiritualité qui t'a accompagné vers le cheminement qui a suivi ? Alors, le cheminement spirituel, ça c'est la question taboue, mais il faut en parler justement. Et je pense qu'il fallait que je sois prête aussi à pouvoir prendre la parole dessus clairement. Il faut savoir une chose qui est propre à moi, c'est que je n'ai pas grandi, je suis pas allée au Chioni, j'ai pas eu cette éducation-là, c'est venu plus tard, tu vois. Et encore, je dis plus tard, j'avais 11 ans, mes frères, ils avaient 15-16 ans. Donc, qu'on voit un peu le schéma général éducationnel. J'avais 11 ans, et après, je suis partie vivre aux Comores. Donc, il y a eu cette présence qui était là. Pas ancrée au quotidien dans une discipline, mais ça m'a entourée. Et le fait que j'ai été aux Comores, il y avait un cheminement très culturel pour moi. Quand j'étais au collège aussi, avant d'aller aux Comores, j'étais dans un collège privé catholique. Et c'est à travers ce collège et une sœur qui nous faisait un cours, une bonne sœur, que j'ai eu cette conviction de l'existence de Dieu. Voilà. Maintenant, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé à 16 ans, ça a été un choc.
j'ai cherché des réponses et je me suis dit, je suis musulmane, je vais commencer à chercher mes réponses là. Mais voilà, moi j'étais vraiment musulmane de nom, tu vois, mais c'est à ce moment-là, j'ai commencé à chercher mes réponses, j'ai trouvé mes réponses et mon apaisement. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que j'ai fait cette investigation suite à une agression sexuelle c'est la plus violente que j'ai vécue, et j'ai cherché ce refuge-là. C'est pas j'avais, c'est juste qu'il fallait que je remette des virgules à la bonne place, si on peut dire ça comme ça. Mais ce truc je me tourne vers lui, j'aurai cette protection, tout ça là c'est derrière moi. La femme est protégée, la femme, tout ce truc là autour de la femme qui est protégée, qui est ceci, nanana, on la touche pas, c'est précieux de couvrir pour pas que les regards, voilà, c'est très important. Donc moi je suis en Arabie, tout ça, je sors d'un cours de Coran, c'est pas en plus j'étais partie à la mosquée pour chiller, pour faire des selfies, je sortais d'un cours de Coran en niqab à la mosquée, il m'arrive ça. Spirituellement, ça a été un choc. Ça a été une violence, mais d'une violence extrême. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment un choc spirituellement parlant, tu vois. Parce que je me suis dit, mais attends, à l'endroit où je m'y attendais le moins, sortant d'une activité, enfin, rien ne prête à ça en fait, tu vois. Donc, à l'endroit que je m'y attendais le moins, au lieu dans lequel je me sens le plus protégée. Et en fait, pour moi, c'est super symbolique puisque je sortais de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était le lieu, la terre. En fait, il y avait le sacré immatériel et matériel, le sacré physique et spirituel, dans tous les sens du terme. Et clairement, j'ai dit, tu m'as refait subir ce qu'il y avait de pire. Enfin, voilà. Mon schéma, il a explosé dans ma tête. Littéralement. À côté de ça, mais ça je vais pas rentrer dans les détails, c'était compliqué dans ma vie privée, etc. Donc j'étais en phase de divorce et tout. Je me dis mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Vraiment, les schémas, ils ont explosé. Parce qu'il y avait tout mon rapport à ça aussi, le contexte dans lequel j'étais, le monde des étudiants en sciences et tout. Tout a pété dans ma tête. Tu vois, il y avait... Déjà, j'étais en dissonance sur beaucoup de choses. Il y a des points sur lesquels disons qu'il y a des comportements que j'observais. J'ai dit que j'allais dire les choses, mais comme j'ai dit, je suis pas là pour... voilà. Mais il y a des comportements que j'observais qui étaient à l'antipode de mes valeurs, etc. Et bref, ça a été la cerise sur le gâteau. Et le truc, c'est que sortie de là, comme j'ai dit, j'ai eu ma conviction profonde en Dieu. J'avais 12 ans comme ça, tu vois. Et je me suis dit, Amel, reviens à l'essentiel. Parle-lui, en fait. Parle-lui. Et comme il a dit dans le Coran, Kataba ala nafsihi rahma, il s'est prescrit à lui-même la rahma, qui est l'amour inconditionnel, tu vois. Et je me suis posée, j'ai parlé. J'ai dit, écoute Dieu, là je suis perdue, et là je comprends rien. J'ai dit, je le dis clairement, je suis en colère auprès de toi, je pensais trouver ça, j'ai fait ça. Pourquoi tu m'as refait subir ça? J'ai dit c'est violent, je suis pas d'accord, je l'accepte pas, je vois pas la leçon. Au-delà de ça, il y a les gens, on va pas se mentir, tes créatures, c'est n'importe quoi. Et j'ai vraiment parlé comme ça, hein. J'ai dit tes créatures là, comme tu l'as dit, il a mis des khalifas sur terre, j'ai dit mais ça va pas, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. J'ai dit, et c'est eux qui sont les représentants de ton message. C'est eux qui sont... Enfin, ça va pas. Mais à côté de ça, parce que je suis lucide, moi j'ai vécu 3 ans là-bas, mais j'ai fait 2 ans en école. Et mon école, c'est la main sur le cœur. Même si en toute honnêteté, aujourd'hui, peut-être mes profs, elles me feraient une leçon de morale, une très grande leçon de morale, disons les choses. Mais la main sur le cœur. Vraiment. Et en fait, c'est ça qui m'a touchée dans mon chemin, c'est que je me suis dit, je ne peux pas cracher dans la soupe parce que j'ai eu l'ombre et la lumière, tu vois. J'ai eu l'ombre et la lumière. À côté, j'ai vu des perles, vraiment rien à dire. Et à une période, c'est ma pensée d'elle qui a porté ma foi, clairement.
C'est que je me suis dit, il y a des personnes comme ça, mélange pas tout. Mais ça a été un combat. Distinguer l'homme de la foi, ça a été un grand combat. Et c'est ça qui a été difficile aussi, c'est qu'au début, j'ai fait mon petit cheminement tout seul. Et tu commences à fréquenter des gens et tout ça. Et mine de rien, les gens influent sur ça. Et en fait, c'est violent, en fait, tu vois. C'est difficile. Et ça a été un chemin. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est quand même d'avoir cette autonomie. Tu vois, je n'ai jamais été une étudiante en sciences, mais j'ai été dans une école, j'ai été dans un certain contexte, à Médine. Et puis même, j'ai fréquenté des filles, c'était des filles des quatre coins du monde, hein. Des Ouzbékistanaises, des Kazakhstanaises, Attends, il y avait des Ouzbékistanaises, Kazakhstanaises, Kyrgyzstan, Chine, Indonésie, Monténégro, Macédoine, Albanie, Guinée, Pakistan. Et quand je dis Guinée, Pakistan, on en connaît ici, mais du bled, c'est pas pareil, c'est d'autres mentalités, Turquie, enfin, américaine. Il y avait des gens des quatre coins du monde, et donc il y avait des mentalités des quatre coins du monde, il y avait des cultures des quatre coins du monde. Non, j'avais choc culturel sur choc culturel quand j'étais à l'école. Chaque récréation, et on se comprenait pas. Mais pour moi, ça veut dire ça, mais pour moi, ça veut... Mais qu'est-ce que... Enfin, bon, bref, tu vois. Et c'est ça qui était super riche dans nos cours de jurisprudence. C'est qu'on disait les choses clairement. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit ça. Moi, ma tante, c'est comme ci. Mais chez moi, dans mon pays, cela. Mais chez moi, ceci, cela. Et la prof, elle nous invitait à une ouverture d'esprit. Enfin, voilà, tu vois. Et Dieu merci que j'ai eu ce contexte-là. Parce que je sais que c'est pas toutes les écoles qui évoluent dans ce contexte, tu vois. Mais voilà, mon schéma, en fait, à un moment, il a explosé. Et j'ai eu besoin de poser les choses et de parler sincèrement. Et je pense que c'est le fait que j'ai assumé ma frustration. J'ai assumé ma frustration, j'ai parlé clairement à Dieu. J'ai dit, ça va pas. Ça va pas. Et tes créatures, là, je suis énervée, je suis fâchée, c'est pas possible. À côté de ça, en dehors de ce que j'ai vécu personnellement, il y avait ce que mes amis vivaient. Parce que on était un groupe de 4-5. Et c'est marrant, c'est qu'à 1 an et demi d'intervalle, on a toutes divorcé en même temps. Mais on s'est toutes connues, à part une personne en particulier, que je connaissais depuis avant, au moment où on s'est séparés. Nos chemins ont été mis sur comme ça, en fait. La puissance de Dieu. De une, et de deux, on était 4-5, toutes séparées, ou d'étudiants en sciences, d'imams ou prédicateurs. Mais je vais m'arrêter là parce que j'ai des dossiers. Mais vraiment, voilà. Et on s'est toutes retrouvées là, énervées comme jamais, tu vois. Et moi et une autre en particulier, les autres disaient de nous deux, ouais, mais comment vous faites pour avoir cette distinction, ce recul ? Et moi, j'ai toujours dit, je pense que puisque elle et moi, la chance qu'on a eue, c'est d'étudier un peu quand même. Donc, on avait, enfin, voilà, cette indépendance intellectuelle dans le cheminement spirituel, tu vois. Oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est super, super important. Et à travers ces amis-là, mais j'ai vu des comportements, en fait, parfois laisse tomber, tu vois. Je me souviens, à un moment, j'étais avec une de ses amies qui a retiré son voile et tout. Et j'ai vu, puisqu'on était posés dans le quartier, les gens qui passent devant, clairement, j'ai vu mon amie dire bonjour, salam alaikum, les gens qui passent, qui ignorent. J'ai vu, même pas 20 minutes après, des messages sur son téléphone. Ah, je t'ai croisé tout à l'heure, t'as plus ton voile, Il y a des comportements que j'ai vus. J'ai vu mes amis dans des états, dans des trucs. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et même, j'en ai une qui était convertie, qui a quitté l'islam et tout, qui m'a dit aussi clairement, ce qui m'a fait venir à l'islam, c'est cette image de sororité, on est une famille. J'étais en galère, j'ai vu personne. C'est parce que j'ai retrouvé. Elle a dit, c'est quand je vous vois, toi et un tel, je me dis, enfin voilà, aujourd'hui, elle a fait son cheminement aussi, elle est en paix dans sa spiritualité, tout ça. Mais il y a des comportements, voilà. Et moi aussi, à l'inverse, on me faisait des compliments à géométrie variable, comme on dit, parce que aujourd'hui, je me présente comme je suis, mais j'ai continué pendant longtemps, enfin pendant un moment aussi, à donner des cours de Coran et tout. Et un jour, on m'a fait cette remarque, on m'a dit « Ah, mais toi, même si t'as divorcé, regarde, machallah, tu portes encore le voile et tout, t'es dans le Coran, c'est bien, c'est pas comme les autres, quand elles divorcent, après elles partent. » Et je voulais dire « Mais les autres dont tu parles, c'est des potes que j'ai encore, en fait. Enfin, parle pas comme ça. Si t'as eu leurs chaussures,
t'as marché, t'as vécu ce qu'elles ont vécu, t'as eu les violences qu'elles ont eues, autant psychologiques que physiques. Et en fait, voilà, c'était une période où j'étais envahie de ça. Mais je pense que Dieu a fait exprès de me mettre une saturation de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mon quotidien n'a rien à voir avec ça. Tu vois, aujourd'hui, je fréquente avec Enfin, je peux parler, rigoler même avec des personnes qui se disent du minhaj, etc. Enfin, voilà, tout s'est apaisé dans tous les sens du terme. Mais je pense qu'à un moment, Dieu m'a mis ce trop-plein pour me dire, toi, c'est quoi ? Ton chemin à toi, c'est quoi ? Comment tu t'en sors ? Est-ce que tu vas faire la distinction ? Moi, je t'ai emmené à Médine. Je t'ai emmené à la Mecque. T'as fait le Hajj, t'as fait des Omras. Est-ce que tu vas... Et c'est ça aussi parfois que je me retrouvais bien avec mon groupe d'amis, mais que les autres ne comprennent pas, c'est que on peut avoir des difficultés dans le marital, etc. Mais il y a des choses, quand tu les vis, t'es à je sais pas combien de kilomètres de chez toi, et dans un certain contexte, c'est pas pareil. Mais parce que j'ai vécu les choses au cœur aussi, je pense que c'est ça qui fait que j'ai mis du temps, beaucoup de temps, mais j'ai trouvé mon équilibre à moi, on va dire, tu vois, qui est très personnel, parce qu'il y a une période aussi où j'ai énormément intimisé ma foi. Je voulais plus en parler à personne. Puisque, toi tu me connais, mais je suis quelqu'un, j'adore l'histoire, etc. Et puis surtout, l'histoire des Comores et tout. Donc j'ai creusé. Et puis il y a toute cette histoire dans l'islam aussi, l'esclavage arabo-musulman, tout ça. Et donc même spirituellement, quand tu creuses, enfin, il y a toute cette partie historique. Et en fait, j'ai été fatiguée que ce soit d'un point de vue religieux, les gens me disent « Ah, mais toi au moins, machallah, regarde encore » ou dans la team spirituelle, ah, tu commences à découvrir, tu commences à t'ouvrir d'esprit, attends, tu verras un jour. J'en avais marre que les gens soient en attente. De, ah, au moins, t'as vu Amel, machallah, elle est encore dedans. Ouais, Amel, là, tu commences à découvrir des choses. Attends, foutez-moi la paix, en fait. Et en fait, j'ai énormément... Je ne parlais plus. Mais vraiment, je ne parlais plus de ma foi aux gens, je l'ai énormément intériorisé, j'en avais marre d'avoir cette responsabilité d'un point de vue religieux, et pour le côté tradition ancestrale, spiritualité ancestrale, ce côté où on m'attend, regarde, ouvre les yeux, maintenant tu arrives. Laissez-moi en fait, et je l'ai beaucoup caché pendant un moment, j'ai fait mon coin, j'en parlais plus. Même si parfois il y avait des sœurs qui me parlaient 2 fois et tout, je voulais vraiment garder ça pour moi. Quand j'ai commencé à me réconcilier avec tout ça, c'était vraiment un cercle très, 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 très intime auprès de qui je me sentais en sécurité, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une amie, j'en ai qu'une en tête, qui parfois, elle organise des cercles entre sœurs chez elle et tout. Parfois, c'est même moi, je demande, j'ai besoin de sœurs, là, c'est quand tu organises un cercle chez toi et tout, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment caché, et j'avais fait même un poème dessus, un texte dessus, où j'ai dit « La foi était belle quand il n'y avait que toi, moi, puis l'homme s'y est immiscé. Vivons heureux, vivons cachés. Notre amour n'est-il pas le plus précieux à conserver ? On reconnaît un amoureux à son visage, les actes restent auprès de sa bien-aimée. Pourtant, pour l'amour, l'absolu, l'homme saccage ce lien, cette intimité. Il le partage à qui le demande, puis pleure qu'il perde sa valeur, sans pudeur. Le monde commente chaque mouvement, et le voilà agir par peur du jugement. La foi, toi, moi, eux, je t'offre mes failles, je leur expose mes points forts. La foi, eux, moi, toi, oui, c'était bien plus merveilleux lorsque notre dualité était totalité. Et en fait, c'est ça, je me suis dite, je me renferme, je retrouve mes limites à moi, ce sur quoi je suis en paix, ce sur quoi je le suis moins, ce sur quoi, voilà, et je chemine. Parce que c'est ça aussi, c'est que parfois les gens, je le dis clairement, je trouve qu'il y a un peu de leur orgueil à eux dedans, leur volonté à eux dedans, même quand ils font le rappel. Moi, je me souviens qu'une fois, clairement, on m'a fait un rappel, et j'ai dit oui, je sais. Et la personne, vraiment, elle est là, comment tu, nanana. J'ai dit, je sais, mais je fais. Et
Et vraiment, la personne, elle s'est offusquée, elle s'est énervée et tout. Et je dis, mais attends, quand tu fais le rappel, tu le fais pour toi ou tu le fais pour Dieu? C'est-à-dire que la personne te dit, je sais, j'ai tort, mais je le fais quand même. Je sais pas, normalement, tu te dis, bon, ben, je continue à être auprès de toi et tant que je peux rappeler, tant que je peux aider, moi, je suis là. Mais je vais pas te critiquer en mode, ah bah si tu veux rester dans ta merde, bah voilà, moi je me... Parce que c'était ça, clairement. C'était en mode, ah, ça me donne plus envie de parler avec toi et tout, tu vois. Et moi, tout ça, là, j'en veux plus dans mon entourage, tu vois. Mais ça m'a fait justement beaucoup méditer sur l'essence même de la foi, tu vois. Ceux qui attendent de toi que tu prennes un chemin ou un autre, ou vraiment aimer pour l'amour d'aimer, en fait, tu vois. Aimer une créature pour l'amour de la création, tout simplement. Parce qu'on est tous des créations de Dieu, de toute façon. Mais bon, voilà, tout ça, là, ce chemin spirituel, ça m'a fait un vrai triangle qui a pété dans ma tête. Et j'ai besoin de me retrouver, de me réapproprier, de savoir, ça, c'est OK, ça l'est plus, clairement. Ça, c'est OK, mais en ce moment, pour moi, c'est difficile. Donc, je chemine, il y a des hauts, des bas, je recule, j'avance, voilà. Et de savoir qui est dans quelle catégorie, quelle adoration ou quel acte est dans quelle catégorie, et voilà, je chemine, tu vois. Alors là, il y a une question. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la phrase « Je t'aime en Dieu » ? C'est très simple. Dieu, il a créé tout le monde. Il a créé tout le monde. Tous ceux qui sont là sur Terre. Donc à partir du moment où tu es aimé de Dieu. Je t'aime en Dieu, c'est que je t'aime inconditionnellement, je t'aime sans condition, parce que Dieu t'a créé. Voilà. Simple, clair, net, précis, puissant, comme d'habitude. Synthétique. Et ouais, je pense que c'est de ça dont beaucoup manquent. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et est-ce que tout ce que tu as vécu, alors, outre l'impact spirituel, mais est-ce que ça a eu un impact sur ta façon d'aimer ? Oui. Alors, je suis passée par toutes les étapes. Hein. Je déteste le monde, je déteste l'être humain. J'ai eu ma phase il y en a qui sont mieux que d'autres, je juge, nanana. Il y a ceux que j'appelais les Candides. Candide, bon, vous connaissez tous l'histoire de Candide, mais du coup, je disais... Bon, ça, c'est une croyance que j'ai encore quand même. C'est l'école de la vie. C'est-à-dire que je sentais tout de suite, comme je te disais, il y a des empreintes dans l'âme, tu vois. Et tu sens ceux qui ont fait l'école de la vie et ceux qui sont tout appris dans les livres, en fait. Et au-delà, et même dans l'école de la vie, aujourd'hui, du haut de mes 30 ans, je mets 2 catégories. J'ai eu l'école de la vie, et je réponds à ça par la colère, et j'ai eu l'école de la vie, et j'ai tiré le son de ce que j'ai appris. Et je suis en paix. Parce que c'est pas les mêmes vibrations, les deux, tu vois. Et en fait, j'étais un peu en colère dans ceux qui n'avaient pas ce recul, en fait, ce recul, cette grandeur d'âme d'école de la vie, mais qui était trop dans le théorique, le terre à terre, le c'est comme ci, comme ça, tu vois. Et mais bon, après, c'est chacun son cheminement, chacun son temps aussi. Mais j'apprends encore, j'apprendrai toujours. Mais dans ma façon d'aimer, ouais, ça a beaucoup influencé, en fait. Ça a beaucoup influencé mon rapport à l'autre. Aujourd'hui, en mieux. Ça a influencé dans l'amélioration. C'est que quand je suis passée par toutes ces phases, colère, tristesse et tout, après, aujourd'hui, ça va dans l'amélioration. Comment tu as vécu la diffusion du documentaire ? Parce qu'on a parlé du comment tu as été amenée à faire ce documentaire, mais la diffusion, en plus, il y en a eu 2 qui réunissaient quand même beaucoup de monde. Ça t'a fait quoi d'exposer ce que tu as vécu à des inconnus ? Ben, mine de rien, ça a été... je suis allée qu'à la première diffusion. Ça a été assez émotionnel puisque j'ai rencontré pour la première fois dans ce contexte, des personnes qui ont témoigné aussi et tout. Ça a été une consécration un peu, enfin.
Et j'ai été rassurée, j'ai été contente de ce côté. Amel, c'est bien, t'es pas très bavarde. Parce qu'il y a toujours cette peur quand même. Et en même temps, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai apprécié vraiment ma prise de parole, tu vois, qui a été nécessaire. Et même là, j'ai expliqué la nature de mes agressions, mais je suis pas allée dans le... Pour moi, c'est mon juste milieu à moi. Et voilà. Après, aujourd'hui, on me reconnaît par rapport à ça. C'est marrant parce que parfois, on me reconnaît... je suis pas une influenceuse avec des millions d'abonnés. Mais parfois, dans la communauté comorienne, on va me dire, tu me dis quelque chose. T'as un réseau social? Je dis oui, jeunesse oubliée. Ah, il y a ça. Et maintenant, c'est, je t'ai vu quelque part. Je dis jeunesse oubliée, non. Et après, on me parle de mime. Oui, je suis dans Vous Kichoye Masiwa. C'est Masiwa? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, t'es dans un documentaire. Je dis oui, je suis dans un documentaire. Après, je suis voilée sur le documentaire. Je dis oui, c'est moi qui parle à la fin. Donc, on me reconnaît par rapport à ça aussi. Et c'est trop marrant qu'on me reconnaît par rapport à ça. C'est, t'es dans l'association. Je dis, je suis sur, et je précise, je dis, je suis sur le documentaire. Et t'as toujours ce regard, tu vois. Mais, non, je l'ai bien vécu, je le vis encore bien. Et je suis contente qu'il y a un mouvement, une prise de parole qui se fait sur ça. Et une chose que je voulais revenir, tu m'as demandé aussi ma façon d'aimer les gens. Tu m'as pas dit m'aimer moi-même. Non. Ouais, parce que... Mais là, ça trahit mes propres... Non, c'est un point sur lequel... un point que je voulais dire aussi, dans l'amour de soi. Puisqu'on dit aimez-vous inconditionnellement, blablabla. Est-ce que c'est possible déjà de s'aimer sans condition? Je pense que oui, il y a toujours des moines ou des maîtres spirituels, des imams, des chamans qui l'ont atteint ce stade. Ouais, parce que moi, perso, je sais que suivant certaines actions, pour l'instant, je m'aime, hein. Mais dans ma tête, je me dis, Louisa, si un jour tu fais ci, ça, tu vois, je pense que j'aurais une mauvaise opinion de moi ou que ça impacterait... Pour mon parcours à moi, justement, je suis quelqu'un de très dur envers moi-même. Et justement... On a ça en commun. Oui. C'est les perfectionnistes. Exactement. Et de ce fait-là, j'ai une période vraiment de ma vie où j'étais bon, il y avait tout le contexte, parce que c'est quand j'étais en Arabie, donc il y avait tout ce contexte et tout. Mais j'étais dans les bas-fonds des bas-fonds. Mais vraiment. Et parfois, les gens, ils me disent « Ouais, comment t'es en paix, comment t'es souriante, t'es lumineuse, etc. » Enfin, c'est beau, tu vois, c'est des compliments. Je prends. Mais faut savoir voir ses ténèbres. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où j'ai été fatiguée. Mais pour en être là aujourd'hui, c'est que je me suis vue. Et c'est pas que je me suis vue en bas, oh là là. Je pesais 45 kilos. J'étais pas bien, j'étais malheureuse, je me scarifiais, j'étais déjà mère pourtant, j'avais déjà ma fille, mais j'étais convaincue que n'importe quelle autre femme sur cette terre serait mieux pour ma fille, tellement moi je ne suis pas bien ou à la hauteur, pour te dire de la violence, le non-amour de soi dans lequel j'étais, tu vois. Je n'avais aucun respect pour ma personne, pour mon corps. J'avais tout le temps des vertiges puisque j'étais en sous-poids. J'étais dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds. Et même dans le bas-fond du bas-fond du bas-fond, t'essayes de t'en sortir. Mais tu te dis... Enfin, il y avait des pressions spirituelles aussi à côté, en mode, mais ta Médine était malheureuse, c'est pas normal. Lis le Coran, pourquoi tu te tournes vers la psychologie alors qu'on a le Coran? Voilà, fais du repentir, c'est peut-être à cause de tes péchés, voilà. Et ça aussi, je suis contente que dans la communauté, ils ont évolué sur la santé mentale parce que, mon Dieu, franchement, en 10 ans, on se rend pas compte, hein. Moi, parfois, je crois trop que je suis encore jeune, mais je me dis, ça fait 10 ans, en 10 ans, beaucoup de choses ont changé, hein. Mais bref, et ça améliorait pas mon état. Ça améliorait pas mon état. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où déjà j'ai vu l'amour de mes proches, des personnes qui ont su me voir et me pousser
Surtout, en fait, quand elles ont vu mes cicatrices et tout, elles ont dit on m'a mis un gros coup de pression. Et en fait, je me suis dit, la motivation, c'était même pas moi. À la base, c'était, encore une fois, je veux pas faire du mal à ceux qui m'aiment, tu vois. Mais plus j'ai cheminé, plus j'ai avancé. Aujourd'hui, je suis une bête de meuf, hein, je le dis. C'est vrai. Mais c'est pas on se réveille un matin, waouh, t'es souriante, t'es lumineuse, t'es comme ça. Non, je sais à quoi je ressemble en bas. Et même aujourd'hui, quand je suis au bout de ma vie, ça arrive. Ça va durer une soirée où je vais vraiment me rabaisser, mal parler de moi, mais ça va durer une soirée. Parce que je sais où j'étais, je sais à quoi je ressemble, et je ne peux pas. Et aujourd'hui, j'ai une grande fille aussi, puisqu'aujourd'hui, je suis convaincue que c'est moi sa mère. Personne ne lui... Enfin, je suis de l'avis qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais je suis la mère de ce village. Voilà. Que les choses soient claires. Mais voilà, il y a tout ça, tu vois, où je me dis, je peux pas... Là où j'étais, j'ai vu, je ne veux pas y retourner. Ça, c'est clair et net. Et parfois, c'est en puisant sur tout ça, en me rappelant de tout ça, que je me dis non. Et c'est assumer ça, parce que parfois, on va... moi, c'est pas le cas, mais voilà, il y a des personnes qui sont hyper émotives, hyper empathiques, etc. Je dis bien hyper émotif. Donc, c'est les émotions hyper empathiques par rapport à l'empathie, parce que hyper sensible, c'est par rapport au sens. Donc, c'est le fait qu'on a une audition accrue quand il y a beaucoup de bruit, parce que les gens, ils confondent souvent hypersensible et hyper émotif. Hein. C'est pas la même. Merci bien. Donc, moi, je suis hyper sensible, mais je suis pas hyper émotive et tout ça. Mais voilà, les personnes hyper émotives et tout, on va souvent dire, oh là là, toujours dans les larmes, dans les trucs, etc. Mais c'est ces personnes qui regardent leurs émotions en face, qui les attrapent, qui prennent le taureau par les cornes, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui disent, je vais tomber bas, ça va être violent, je vais pleurer mes 75% d'eau, mais on va se relever. Et moi, je le sais, parce que je suis de la team déni. Tellement dans le déni qu'à un moment, bon, mon corps m'a mis face à moi-même, je n'ai clairement pas eu le choix. Mais il y en a qui peuvent rester dans ce demi-déni. Genre, je vois un peu et puis je ferme la porte. Et je vois un peu, je ferme la porte. Donc là, tu peux tenir... Si j'ai tenu 10 ans, ils peuvent tenir 20 ans comme ça, tu vois. Mais il y a ce côté où ça se croit fort parce que, oh, mais moi, j'ai pas vraiment eu besoin de ça. Hein. Mais il faut voir la gestion des émotions qu'ils ont à côté, tu vois. Et alors qu'il y a des personnes, elles ont des périodes dark, des périodes de plusieurs mois qui comptent en années, même parfois moi ça a compté en années. Mais quand elles se relèvent. Et elles savent d'où elles viennent. Et ça avance. Alors que quand tu es dans ton demi-truc, tu vas traîner ça des années et des années. Donc, non, pour l'amour de soi, c'est ça qui est important aussi, c'est de se faire de s'accepter dans son entièreté et même dans son ombre. T'as dit tout à l'heure, moi, il y a des actions, si je les ferais, je me dirais, oh, j'ai honte de moi. On est des êtres humains. Et il y a de ça aussi, je pense, dans mon cheminement spirituel, c'est accepter le « je sais, mais je fais ». Il y a des choses, ok, mais c'est bon. J'ai pas envie d'être dans une hypocrisie, parce que je me dis, dans ce truc aussi, oui, l'homme a pris sa place, l'homme a mis trop sa bouche. Mais ce qui compte, c'est Dieu. Maintenant, je dis n'importe quoi, Moi, ce qui me ferait peur et honte, c'est qu'au final, je me retrouve devant Dieu et je lui dise... J'ai continué à faire telle chose parce qu'on parlait trop sur moi. J'ai continué à faire telle chose parce que j'avais honte qu'on me dise « Amel, elle a changé ». Mais à partir de là, mon intention n'était plus toi. C'était « Oh, on va parler sur moi. Et oh, ça fait quand même 10 ans que je suis comme ci, que je suis le cheminement comme ça. Là, c'est la honte, si trop peur. » Mais ça, c'est du shirk mineur. Donc les gens, ils parlent, mais le shirk mineur, là, il est un peu trop omniprésent en 2024, en fait. Donc, demain, je vais me présenter, je vais dire, oui, j'ai fauté. Oui, à ce point-là, je l'ai peut-être arrêté, j'ai pas été assez forte pour continuer, mais ça a été sincère. Et quand j'arrive à le faire, mon intention, elle est entièrement tournée vers toi. Tu vois, c'est mon goal, c'est mon but. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se remettre en tête, en fait, dans notre façon de cheminer, que ce soit dans l'amour de soi, dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres.
Magnifique parole. Et si tu recroisais tes agresseurs un jour, tu réagirais comment? Il y en a un que j'ai déjà recroisé. Et j'ai pas réagi. Je l'ai regardé passer. Je l'ai regardé passer. Je suis restée comme ça. Aujourd'hui, j'étais jeune en plus à l'époque. C'était pas longtemps après mon agression. En vrai, en plus, c'était pas longtemps après mon agression. Donc j'étais, voilà. Je n'avais pas subi d'agression dans ma tête déjà à l'époque. Bref. Aujourd'hui, quand j'avais 16 ans, je parle, particulièrement ça, ce serait pas de la colère. Je demanderais même pas de justification. J'aurais pas de réaction. Je sais pas, hein, mais pas parce que j'ai peur ou j'ai rien à dire, au contraire je veux cracher quelque chose, ou l'ignorance est la meilleure des réponses. C'est pas par rapport à ça, mais là où j'étais, je veux plus y retourner. Et c'était un travail à faire de moi à moi. Je n'ai pas le besoin de verbaliser ça aux concernés. Et je fais mon chemin. Si la personne vient vers moi parce que là, les personnes conscientisent et veulent verbaliser une culpabilité ou je ne sais quoi, je vais écouter. Et je ne sais pas comment le dialogue va tourner, du coup. Je serai là pour entendre. Mais moi, je ne ressens pas de besoin de... Non. C'est derrière moi. Voilà. Jolie phrase. Jolie phrase. Laisser le passé à sa place. Ouais. Voilà. Ensuite, à toutes ces paroles, à tout ce partage, je me sens encore une fois vraiment privilégiée d'être là, à côté de toi, vraiment pendant ce moment. Je te jure, merci beaucoup Amel. Est-ce que tu aurais un message à nous partager, à toutes les personnes qui te regardent, aux personnes qui ont vécu ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, à l'époque où tu as vécu ces choses-là? Alors, pour commencer, je te remercie aussi. Parce que si je t'ai choisi pour cet échange, c'est pas pour rien. Et je voulais me sentir en sécurité quand même. Donc, je suis contente vraiment d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ce que j'aurais aimé entendre ou ce que je vais dire aux autres, parce que pour moi, c'est la même chose. Ben, c'est un peu... Déjà, aller voir le documentaire, puisque c'est comme ça que je conclue et que je parle et que je reprendrai les mêmes mots. Mais ce que j'ajouterai là, avec la particularité sur le cheminement et tout, je parlais beaucoup de cheminement par rapport aux agressions, accepter vos émotions, que vous soyez de la team déni, de la team hyper émotif, c'est accepter votre façon de vous exprimer, mais surtout valider que vous êtes une victime. Là, j'ajouterai sur comment ça peut impacter la foi, comment ça peut impacter notre rapport aux épreuves, notre rapport à Dieu et tout ça. C'est soyez authentique. Soyez authentique. Je dis souvent à mes clientes en accompagnement que quand il s'agit d'un proche, une personne à qui on tient, on prend ce risque de confronter, en fait, de confronter parce qu'on veut que la relation continue, on veut qu'elle se passe bien, donc on va dire ce qu'on a sur le cœur, on va dire ce qu'on n'aime pas, et ça peut être pourtant mal pris, mal interprété, mais on prend ce risque-là parce que on aime et on tient à ce que ça aille mieux. Ben, c'est pareil pour Dieu. Sachant que Dieu a cette garantie que ça va bien se finir, parce qu'il a dit qu'atabar ala nafsihi rahma. Et il s'est prescrit à lui-même l'amour inconditionnel, et il le dit aussi que sa rahma l'emporte sur sa colère. Donc, vous avez cette persuasion, vous avez cette sûreté que ça ne peut que bien se finir. Ça ne peut que se finir par de l'apaisement, ça ne peut que se finir par un bien. Et il vous a créé et il sait ce qu'il y a dans vos cœurs, alors bon, ça sert à rien de mentir. Mais acceptez d'être en colère, acceptez d'être frustré, acceptez d'être dans l'incompréhension, acceptez de ne pas voir le bout et verbalisez tout ça. Ou ne le verbalisez pas, mais prenez un temps pour le ressentir et l'exprimer de l'intérieur. Il n'y a pas besoin de parler, il y a besoin de ressentir, mais d'accepter que cette émotion et ce ressenti nous traversent
et avancer. Ça prend pas des jours, ça prend des semaines, des mois, des années. Moi, j'ai accepté de parler maintenant. Je vais vous dire la vérité, cette interview, j'y pense, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, je dis à Louisa, ouais, non. C'est aujourd'hui. Donc, il y a des moments où on se dit, on n'est pas prêt à prendre la parole. Il y a des moments où on la prend et je me suis rendu compte que je me suis beaucoup censurée. Et puis, j'attends encore. Et puis, non, là, je suis prête à parler de façon authentique parce que je suis en paix avec moi. Et j'ai mis 1 an, finalement, pour plein de... Mais je dis tout le temps, le temps de Dieu est parfait. Mais il y a eu plein de péripéties qui fait que les choses prennent du temps. Mais le temps de Dieu est parfait. Donc, écoutez-vous, soyez en paix avec vous. Et voilà, aimez-vous, vraiment. Prenez le temps de vous écouter. Il n'y a que vous qui êtes à la hauteur pour prendre soin de vous. Voilà. Amine. En tout cas, ça a été... je suis contente d'avoir fait cette vidéo en toute authenticité. Peut-être que dans 3 ans, 5 ans, j'en ferai une autre où j'actualiserai, c'est pas peut-être, c'est sûrement, parce qu'on évolue aussi, ce truc des « Ah, t'as changé !» Heureusement, j'ai 30 ans. À 40 ans, j'espère que je vous ferai encore un autre discours. Parce que si à 40 ans, j'ai la même mentalité qu'aujourd'hui, voilà. Mais là, c'était le moment. Je suis heureuse qu'on me connaisse aussi de façon un peu plus authentique, de façon un peu plus sincère, en dehors de mes accompagnements, en dehors de ma plume, par rapport à mon compte El Kala. Mais ça, c'est les vrais anciens qui m'ont connue à travers ma plume. Même des membres de ma famille qui vont voir cette vidéo. Voilà, tout le monde me connaît toujours sous certaines casquettes. C'est aujourd'hui que, voilà, l'authenticité est là. Et ça fait plaisir. Je me dis, là, voilà, cette vidéo, c'est un peu ma carte d'identité. Sur tout mon cheminement spirituel et tout ça. Et si d'autres se reconnaissent, soyez authentique avec vous, soyez authentique dans votre dialogue à Dieu. Allez là où vous devez aller. Franchement, plusieurs clientes parfois m'ont dit en toute authenticité, puisque je mets le cadre pour. Oui, mais moi, Amel, en vrai, je suis perdue, qui ont des doutes dans leur foi. Certaines m'ont dit clairement, est-ce que je suis musulmane parce que ma famille m'a éduquée dedans, mais je ne sais plus si je suis convaincue ou pas. Et plus les mots sont dits comme ils sont ressentis, plus, mais en fait, ça va. C'est comme un enfant qui pleure. Il a pleuré, à la fin, il se relève. C'est bon. Non, j'avais juste besoin de crier. Mais parfois, c'est ça. Il y a juste besoin de gueuler toute cette honte, tout ce tabou, tout ça, là. Et dès que c'est évacué, c'était rien. Il fallait juste le verbaliser. Et on avance, on chemine. Et l'important, c'est d'être de bons êtres humains. Voilà. Quel que soit le cheminement que vous avez choisi, soyez des gens bons. Voilà. C'est dit. Donc sur ce, je vous dis une prochaine vidéo sur ma chaîne qui va reprendre à partir de maintenant. Je vais parler de la spiritualité. Donc des vidéos que je vais faire seule, où j'aborde certaines thématiques. Des vidéos que je vais faire avec un invité qui est initié au vaudou. C'est fait exprès. Justement pour parler de ce qui diffère et ce qui rassemble dans la team religion, dans la team spiritualité ancestrale. Des vidéos sur les points culture aux Comores. Je vais parler de la place de l'or, de la dot, du Comore, du soufisme, de plein de choses, l'origine du Chioni, enfin... Je me limite plus, je me dis, c'est des sujets que j'aime trop aborder. Ça peut paraître hors sujet dans le sens où, mais tu es dans l'accompagnement, t'es coach, et voilà. On va partager, on va être authentique, et puis voilà. Et plein d'interviews aussi sur différentes thématiques, avec plusieurs invités. Sur ce, salam et paix et amour sur vous. Salam.